Que vous connaissiez ou non une langue slave, il y a un type de suffixe que vous avez forcément déjà rencontré, et que vous associez automatiquement aux langues slaves. Il s'agit du suffixe ov, qui existe parfois sous d'autres variantes, selon les langues ou la consonne qui précède le suffixe. Mais pour simplifier, nous ne le désignerons que par ov dans la suite de cette vidéo. Ce suffixe ov est un suffixe d'appartenance, ce qui explique qu'on le retrouve dans un nombre impressionnant de noms de famille et patronymes slaves. Pour être plus précis, il existe un deuxième suffixe d'appartenance, le suffixe in. Nous verrons leur différence un peu plus tard dans la vidéo. Même si c'est moins fréquent, on retrouve ce suffixe in dans des noms de famille également, notamment en russe. Et là je suis sûr que plein d'exemples vous viennent en tête immédiatement. Alors, Lénine, Staline, Bakounine, Anna Karénine, Solzhenitsyn, Pouchkine... Oui voilà, il y en a vraiment beaucoup. Alors, dans les patronymes et les noms de famille slaves, ces suffixes ov et in peuvent exprimer la relation ou la filiation à une personne, la relation à un lieu, ou à quelque chose de plus abstrait encore. Ce n'est pas toujours très clair. Mais par exemple, si l'on prenait le nom put, qui veut dire le chemin, et que l'on y ajoutait un suffixe d'appartenance, on se retrouverait avec l'équivalent du nom bien français du chemin. Le fait que ces suffixes expriment l'appartenance explique pourquoi on les retrouve dans des noms de famille. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, car ces suffixes sont principalement des suffixes adjectivaux. On les retrouve comme par hasard dans ce que l'on appelle des adjectifs d'appartenance. Ces adjectifs d'appartenance sont composés de deux éléments, le nom de la personne à qui quelqu'un ou quelque chose est lié, appartient, et bien sûr le suffixe d'appartenance lui-même. Le nom qualifié par l'adjectif correspond donc à ce qui est possédé, à ce qui est lié à l'adjectif. Ce qui est important pour déterminer le choix du suffixe ov ou in, c'est le genre. Pas le genre de ce qui est possédé, mais le genre de la personne qui possède. Il existe au nominatif singulier 3 variantes de chaque suffixe d'appartenance. Si la personne qui appartient est de genre masculin, alors on a ov au masculin, ova au féminin, ou ovo au neutre, en fonction du genre du nom appartenu. Et si la personne qui appartient est de genre féminin, on a pareillement in, ina ou ino. Précisons qu'en russe, en croate et en serbe, le suffixe in est également utilisé pour les noms masculins qui sont terminés par a au nominatif, comme papa en russe ou tata en serbe et en croate, qui veulent tous les deux dire papa. Ainsi, si ce qui est possédé est de genre neutre et que la personne qui possède est de genre féminin, alors on choisira le suffixe in que l'on fera suivre de la désinence neutre o. Et bien sûr, les désinences varient également en fonction du nombre, et vous vous y attendez du cas, à l'exception du bulgare et du macédonien qui n'ont plus vraiment de cas. Selon les langues, la version en ov du préfixe peut être légèrement différente, et ce, au masculin du nominatif et de l'accusatif singulier inanimé. Pour des raisons d'évolution phonologique qui dépassent le cadre de cette vidéo, on a à la place de ov, uv en tchèque, ov en kachoub, iv en ukrainien et en ruthène, ou encore ou en biélorusse. Mais dans les autres genres et dans les formes déclinées, on revient bien à la forme ov suivie de la désinence dans ces langues. Et moi, par exemple, je m'appelle Bohumil, je suis enseignant, ce qui se dit en croate učitelj, et Rozum Razum est ma chaîne, canal en croate, chaîne à laquelle je vous conseille d'ailleurs de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je peux en théorie rattacher le suffixe soit à Bohumil, soit à učitelj, si je veux marquer le fait que Rozum Razum est ma chaîne. Je peux donc dire Rozum Razum je Bohumilov canal ou Rozum Razum je Učiteljev canal. Et pour marquer le fait que le like que je viens de recevoir vient d'une personne qui s'appelle Anna, je peux parler de Anin like, le like d'Anna. Je vous incite d'ailleurs grandement à liker cette vidéo pour pouvoir vous exercer vous aussi à ajouter ce suffixe à votre prénom. Si l'on parle de la déclinaison des adjectifs d'appartenance, des choses intéressantes sont à observer. Car si vous regardez bien les versions masculines de ces deux suffixes, une chose est remarquable. Ils se terminent par une consonne, et non pas par une terminaison en i, comme on pourrait l'imaginer pour un adjectif masculin slave. Si vous avez vu notre vidéo sur les adjectifs courts et longs, que je vous conseille grandement de voir d'ailleurs, vous savez peut-être ce que cela veut dire. Ces adjectifs d'appartenance sont à la base des adjectifs courts. Cela veut dire que, normalement, ils devraient se décliner exactement comme des noms, et non comme des adjectifs. Attends, mais t'as pas dit dans l'autre vidéo que les adjectifs longs sont définis, et que les adjectifs courts sont indéfinis? Parce que là, pour le coup, un adjectif d'appartenance, c'est super défini comme sens. On sait exactement à qui la chose appartient. Oui, c'est une très bonne remarque. Reprenons rapidement les choses depuis le début. Si tu te souviens, j'ai dit qu'à l'origine, il n'y avait que des adjectifs courts, qui se déclinent comme des noms.
Puis par la suite, dans certains contextes, l'agglutination d'un pronom défini à la fin des adjectifs a créé une nouvelle forme adjectivale, les adjectifs longs. Les adjectifs qui possédaient une version longue et courte se distinguaient donc par la présence ou non de ce pronom défini. Et donc ces paires d'adjectifs s'opposaient comme des paires d'adjectifs définis ou indéfinis. Mais un adjectif d'appartenance possède dès le début une dimension définie portée par le suffixe. Ces adjectifs n'ont donc jamais été complétés par des formes longues, car un pronom défini en plus du suffixe aurait été complètement inutile. Ah bah oui, c'est logique. Ce qui ne veut pas dire que ces adjectifs se déclinent toujours aujourd'hui comme des adjectifs courts. En fait, en dehors de la version nominative de base de ce suffixe, la plupart des formes se déclinent aujourd'hui comme des adjectifs normaux. Et si vous avez vu la vidéo sur les adjectifs courts et longs, alors vous savez qu'aujourd'hui ces adjectifs normaux sont des héritiers des adjectifs longs. Mais cette évolution est ultérieure, elle est d'ailleurs toujours en cours dans certaines langues et n'est motivée que par le besoin bien naturel qu'ont les locuteurs d'harmoniser leur langue en enlevant des formes dont les logiques d'origine ne sont plus perçues et en les remplaçant par les formes dominantes. En fait, pour se rendre compte de l'évolution naturelle de la déclinaison des adjectifs d'appartenance, il est intéressant de regarder les différentes langues slaves. On trouve dans les langues slaves un continuum d'évolution complet, partant du serbe et du croate, dans lesquels ces adjectifs d'appartenance se déclinent toujours entièrement, au moins en théorie, comme des adjectifs courts, et allant jusqu'au haut-sorabe, langue dans laquelle ces adjectifs d'appartenance se déclinent entièrement comme des adjectifs longs. Et entre deux, les langues slaves déclinent ces adjectifs avec un mélange de formes courtes et longues. Le plus fréquemment, ce sont les cas directs, c'est-à-dire le nominatif et l'accusatif, qui ont conservé ces formes courtes, tandis que le reste des cas a bien souvent évolué vers les formes longues. On retrouve cette configuration en ukrainien, en ruthène, en biélorusse, en slovaque, en cachoub et en slovène, langue auxquelles on peut ajouter le russe pour le suffixe in uniquement. Et dans les faits, il serait possible de déplacer le croate et le serbe dans ce groupe, dans la mesure où cela correspond beaucoup mieux à la pratique qu'en ont les locuteurs de ces langues. Le tchèque a quant à lui gardé un nombre bien plus important de formes courtes, dans tous les cas du singulier hors instrumental, en plus des cas directs au pluriel. C'est aussi vrai dans une moindre mesure en russe pour le suffixe ov uniquement, à l'exception, en plus de l'instrumental, du locatif singulier. Mais en russe, ce suffixe en ov est archaïque et ne persiste plus que de façon limitée, contrairement au suffixe in qui, lui, reste productif. Les autres langues slaves sont des cas à part et ne se placent pas vraiment sur ce continuum. De fait, le bulgare et le macédonien n'ont que des formes courtes, puisque seule la forme nominative a persisté dans ces langues. Et puis il y a le polonais, qui lui n'utilise plus que de façon archaïque le suffixe ov à prononcer ouv au masculin, et ce uniquement au nominatif singulier. Le suffixe in, lui, a disparu, ainsi que toutes les formes déclinées. Il me semble que le bassorabe a suivi la même voie que le polonais, mais je n'en suis pas sûr, ne connaissant pas la langue suffisamment. Les deux grammaires du bassorabe que j'ai consultées ne font en tout cas pas état de l'existence de ces adjectifs d'appartenance dans cette langue. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous la donner en commentaire. Mais du coup, ils font comment pour exprimer l'appartenance en polonais? Ah bah ça, les langues slaves disposent d'un cas qui fait très bien le travail. Ah mais oui, bien sûr, le datif. Oui, le génitif, c'est ça. Génitif. Ces adjectifs d'appartenance sont souvent utilisés dans les noms des lieux. Et si vous avez été à Prague, vous avez forcément traversé l'un d'entre eux. J'ai nommé le pont Charles. Moi j'ai été sur le pont Charles, regarde. Ah, c'est bien, Mirko, c'est bien. Voyons ce que ce nom donne dans les différentes langues slaves. Most, le pont, étant un nom masculin et Charles étant, un homme, on a, comme attendu, les différentes versions masculines du suffixe ov. Et comme on peut le voir, le polonais utilise un génitif à la place de ce suffixe pour ce nom. Il existe une version apparentée de ce suffixe ov, et également in en slovène, qui est cette fois-ci entièrement intégré dans le système adjectival des langues slaves de l'Est et de l'Ouest. C'est-à-dire qu'il est uniquement long dans ces langues, alors que dans les langues slaves du Sud, le suffixe sera bien court, mais dans les cas directs uniquement, et ce même en serbe et en croate. Il est utilisé pour exprimer ce de quoi est fait quelque chose. Un exemple parlant est celui des thés qui se dit généralement chai, en l'occurrence d'infusion de différentes plantes. Dans ce rôle, ce suffixe peut alterner avec d'autres suffixes ou avec l'usage d'une préposition associée au génitif lorsque les langues ont des cas. On le voit ici, le choix du suffixe ov n'est plus limité au nom masculin. Et même en slovène, où le suffixe in est également utilisé dans cette fonction, la distinction des genres n'est pas automatique.
Un autre exemple serait celui des forêts constituées d'un type d'arbre en particulier. N'hésitez pas à mettre sur pause pour observer les différences entre les langues. Avant de partir, que diriez-vous d'en apprendre plus sur les adjectifs courts et longs? C'est par là, regardez, il suffit de cliquer ici et... Et quoi? Non, bah c'est bon, ils ont cliqué, ils regardent déjà l'autre vidéo, j'ai pas besoin de terminer ma phrase. Ah oui, c'est vrai.